Ça a l'air de marcher. Oui, on dirait. On va voir si ça marche. Donc, si j'en reviens là où j'étais dans mon cours, alors je vais refaire en une minute un peu la synthèse de ce qu'on avait fait sur les tableaux en C++. Juste avant ça, j'ai mis à jour le GitHub, où vous pouvez donc effectivement retrouver l'intégralité des différents exemples de code que j'utilise dans le cours. Et puis vous pouvez télécharger également le PDF de ces slides directement sur le lien qui est fourni dans le GitHub. Comme ça vous permettra de suivre à distance ce cours en même temps que j'en parle. Je suis sûr que je voulais vous dire autre chose avant de commencer, mais j'ai oublié, ça reviendra peut-être plus tard. Donc, c'est un cours sur la STL, sur la Standard Template Library de C++. Et on a vu dans le début de ce cours un certain nombre de choses sur les tableaux en C++. Et en particulier, on a fait la différence entre les anciens tableaux de style C, qui sont, on va dire, relativement obsolètes en C++. Et puis, on a vu des moyens un peu plus modernes de faire des tableaux via la STL en C++, avec deux principales classes de tableaux. Les tableaux dits array, qui sont les std 2.2.array, qui sont la version moderne des tableaux du C, qui sont disponibles depuis C++ 11 uniquement et qui ont été introduits au fur et à mesure avec de plus en plus de fonctionnalités avec les différentes versions successives de C++. Ces tableaux std array sont des tableaux avec une taille fixe, comme les tableaux du C. Et donc, bien évidemment, on a aussi créé dans la STL des tableaux dits dynamiques avec une taille qui peut évoluer au fur et à mesure de leur utilisation, et c'est ce qu'on appelle les vecteurs. Okay, donc les std 2.vecteurs, qui sont aussi disponibles, alors un peu avant C++ 11, mais qui ont été réellement introduits avec la STL et avec un certain nombre de choses dans la STL à partir de C++ 11. Donc on avait vu ces différentes choses, et on en était resté aux vecteurs. C'est la dernière chose dont on a parlé au dernier cours, et c'est à partir de là que je vais recommencer. Ok, donc je vais reprendre en 2 minutes les vecteurs, histoire de vous remémorer un peu ce que c'est, et puis ça permettra d'enchaîner avec la suite, et donc de pouvoir parler de tout ce que je veux dire dans la suite de ce cours, qui va utiliser principalement des vecteurs. Donc qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? C'est tout simplement un container au sens C++ qui représente un tableau, et ce container peut changer dynamiquement de taille. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer, par exemple, un vecteur qui va être vide, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir ajouter des éléments dans ce vecteur, vous allez pouvoir supprimer des éléments, insérer des éléments à une place donnée, etc. etc. Et donc, bien évidemment, à la différence des tableaux du style array, la longueur de la taille du tableau vecteur dynamique est faite à l'exécution, sans justement avoir à explicitement allouer ou désallouer de la mémoire. Ça veut dire que c'est avec les instructions, les fonctions de membres de la classe vecteur, vous allez pouvoir automatiquement allouer, par exemple, lorsque vous ajoutez un élément à votre tableau, vous allez automatiquement allouer la bonne taille mémoire, et puis bien évidemment, lorsque vous allez supprimer un élément de votre tableau, vous allez donc désallouer la mémoire sans avoir un recours explicite à n'importe quelle instruction permettant de faire ça. Donc ça permet ainsi de se faciliter la vie, puisque ce n'est pas vous qui gérez typiquement l'allocation et la désallocation de la mémoire. J'y reviendrai au fur et à mesure des exemples qu'on va prendre par la suite.
Donc, bien évidemment, l'utilisation du vecteur est là aussi pour vous faciliter la vie et en simplifiant et en masquant un certain nombre de choses bas niveau qui sont relativement pénibles à gérer lorsque on utilisait typiquement en C des tableaux de taille dynamique pour lesquels on gérait tout à l'heure. Donc, comme pour les tableaux de type std-array, vous avez la taille du tableau qui est toujours mémorisée. Vous avez un opérateur, une fonction membre qui s'appelle size, qui va vous permettre de savoir à tout moment quelle est la taille de votre vecteur, et ceci sans avoir à le passer en argument d'une fonction. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. De la même manière, comme je l'indiquais précédemment, la gestion de la mémoire allouée est faite automatiquement. D'accord. Lorsque vous faites grossir ou vous rétrécissez votre tableau, tout ça se fait par des fonctions système, des fonctions membres de la classe. Et donc, l'allocation mémoire qu'il y a derrière est faite de manière optimale et sans que vous ayez besoin de le faire. De la même manière, vous pouvez assez facilement insérer des éléments au milieu, à la fin ou au début d'un tableau, et ceci de manière relativement simple en appelant juste une fonction. Sans vous préoccuper de savoir ce qui va se passer derrière pour justement pouvoir insérer un élément. Imaginez, vous avez un vecteur qui fait 10 éléments et vous voulez insérer un nouvel élément en position 4. Vous imaginez bien que pour faire ça, comme les vecteurs sont des tableaux qui sont contigus en mémoire, insérer une nouvelle valeur à la position 4 de votre tableau sous-entend que les éléments qui sont entre 5 et 10 vont être décalés, entre guillemets, d'une case vers la droite pour pouvoir libérer la place 4 et ainsi insérer un nouvel élément. Si ce n'est pas possible de le faire comme ça, parce qu'il n'y a pas de place mémoire à cet endroit, il faut dépasser tout le tableau et refaire le même manip ailleurs pour pouvoir insérer une donnée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire manuellement, alors que là, lorsque vous utilisez une fonction du style inPlace ou insert, vous allez faire ça automatiquement sans vous soucier de ce qui se passe réellement dessous. Donc voici quelques exemples avec, et c'est là-dessus qu'on a été resté la dernière fois. Voici quelques exemples de fonctions utilisées sur un vecteur. Donc dans mon programme, je ne fais pas grand-chose de très compliqué. Je crée un vecteur d'entier à la première ligne, avec la ligne std vector crochet int crochet vecteur1. Donc ma variable s'appelle vecteur1, c'est un vecteur d'entier. Donc on voit qu'effectivement entre les deux crochets, entre l'inférieur et le supérieur, vous avez le type de données qui vont être stockées à l'intérieur de votre tableau. La différence principale par rapport au std-array qu'on a vu précédemment, c'est que vous n'avez pas ici de valeur, de taille de votre tableau, puisque la taille ici est dynamique et non plus statique. Et donc, de ce fait, votre vecteur, il est alloué dans une zone mémoire qu'on appelle le tas de heap, dans lequel sont allouées toutes les variables qui sont dites dynamiques, par opposition à la pile, le stack, dans lequel sont allouées toutes les variables qui sont, elles, statiques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai utilisé, on voit ici en vert, un certain nombre de fonctions membres, largement utilisées avec les vecteurs. Vous allez apercevoir qu'on va utiliser essentiellement pushback et popback, qui vous permettent de mettre un élément à la fin de votre tableau et d'en supprimer un à la fin de votre tableau. Mais vous avez d'autres fonctions, dont quelques-unes sont représentées ici. La première qui est utilisée, c'est assign, qui va vous permettre de créer un certain nombre d'éléments avec une certaine valeur à l'intérieur. Donc ici, vous voyez que lorsque je fais vect1.assign 3,666, je vais créer 3 entiers que je vais allouer à la valeur 666 dans mon tableau. C'est exactement la même fonction que fill du std-array qui permettait de mettre une valeur dans toutes les cases de votre tableau.
Ici, elle s'appelle sign pour le vecteur. Donc, bien évidemment, à la ligne suivante, lorsque je fais vector1.size, je retrouve 3 hein, dans l'exécution, puisque j'ai effectivement alloué la valeur dans mon tableau. Okay. Donc, je vais faire ensuite 3 fonctions pushback dans lesquelles je vais mettre les valeurs 42, 1337 et 314 dans mon vecteur. Et effectivement, mon nouvelle taille de vecteur, c'est 6, puisque l'instruction pushback permet de rajouter une valeur à la fin de mon tableau. Donc la première valeur qui a été rajoutée, c'est 42, puis 1337, plus 314. Et donc on le voit effectivement lorsque j'affiche mon tableau vecteur. Au passage, je ne l'ai pas indiqué ici, je n'ai pas mis le code, mais j'ai surchargé l'opérateur inférieur pour pouvoir justement utiliser l'instruction std:2.2.cout inférieur vecteur 1 pour pouvoir effectivement afficher le contenu de mon vecteur. Donc à partir de maintenant, je vais quasiment à tous les coups faire quelque chose comme ça, de telle manière à minimiser le code non indispensable, on va dire, sur l'écran. Vous retrouverez bien évidemment la surcharge de ces opérateurs dans tous les codes C++ fournis dans le dossier samples du GitHub. Donc typiquement là, on est dans le fichier qui s'appelle std-vector.cpp que j'ai compilé. Et donc, bien évidemment, vous devriez retrouver dans ce fichier-là la surcharge de cet opérateur inférieur. Donc, après avoir ainsi mis mes 3 valeurs avec pushback et affiché ces 3 valeurs, j'ai essayé de faire un accès à certaines cases de mon vecteur. Alors, on peut le faire de 3 façons différentes. Ici, j'en présente 2. On verra la 3e façon lorsqu'on verra les itérateurs un tout petit peu plus loin. Donc, on peut y accéder avec l'opérateur crochet-crochet. Donc, typiquement, vecteur 1, crochet 2, crochet égale 707. Donc, dans la case 2, enfin la 3e case de mon tableau, je mets la nouvelle valeur 707. Donc, puisque le std vecteur surcharge l'opérateur crochet-crochet, comme le std array, et donc, bien évidemment, vous pouvez mettre une valeur directement dans votre tableau, ou vous pouvez lire une valeur en lisant, mettons, par exemple, vecteur 1, crochet 4, crochet. Okay. Donc ça, vous pouvez le faire de la même manière que les std array. On le verra juste, je crois, après. Oui. Donc la fonction membre at qui prend en paramètre le numéro de la case, puisque cette fonction at a une gestion des exceptions si vous êtes en dépassement de capacité. On verra ça juste après. Et on verra encore après qu'il est préférable d'utiliser les itérateurs, puisque ce sont eux qui sont le plus sécurisés et qui vous garantissent que vous êtes bien dans le tableau. On y reviendra par la suite. J'ai fait, à l'opposé de pushback, on back, hein, donc après avoir affiché, après avoir modifié donc le 2e élément et le 3e élément de mon tableau, enfin l'élément 2 et l'élément 3 correspondant à la case 3 et à la case 4 de mon tableau, j'ai utilisé 2 fois la fonction popback. OK. Et la fonction popback, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le dernier élément du vecteur et le supprimer. Donc, j'avais, après mon tableau, 6 éléments. Après avoir créé mon tableau, après avoir fait les 2 pushbacks, pardon, j'avais 6 éléments. Les 2 instructions vecteur 1, crochet 2, vecteur 1, at3 n'avaient juste que modifié le contenu des valeurs, donc ma taille était bien 6. Lorsque je fais le premier popback suivi du 2e popback, je vais passer de 6 à 4 éléments, puisque les 2 derniers éléments vont disparaître. Okay. Et donc, ce que je fais ensuite, je fais un opérateur qui s'appelle resize, qui va me permettre de changer dynamiquement toute la taille de mon tableau, en lui spécifiant une nouvelle taille. Et donc, j'ai passé 2 paramètres à la première fois où j'appelle l'instruction resize.
c'est-à-dire 8 et 101. Donc, je vais redimensionner mon tableau de telle manière qu'il passe de 4 à 8. Et puis, les nouvelles cases créées, je vais leur mettre 101. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et effectivement, on voit bien que mon tableau comporte les 4 dernières cases avec 101. Et puis, derrière, je fais un resize à 2 éléments. Et donc, il ne me reste plus que les 2 premiers 166 dans mon tableau. Je ne sais pas ce qui se passe si j'essaie de faire un resize avec une taille qui va grandir et si je ne lui passe pas de valeur par défaut. Je ne sais pas. Donc, ça serait à vérifier. Quelle est la valeur par défaut qui est mise dans le vecteur pour les nouvelles cases qui sont créées. Et puis derrière, je fais une dernière chose qui s'appelle clear. Et clear permet d'effacer complètement le tableau. Et donc, de me retrouver avec un tableau de taille. OK. C'est bon, vous m'entendez tous bien? Je ne parle pas trop vite? Vous hésitez pas, hein, s'il y a besoin. Monsieur? Oui. Les élèves de robotique n'ont pas accès au chat, du coup on ne peut pas poser de questions. Ah mince. Et on n'aura probablement pas accès non plus à l'enregistrement après parce qu'il ne s'affiche pas de notre côté. On n'a pas de temps comme vous qui tourne. Ah. C'est une bonne question. Je sais pas. Je me renseignerai comment on peut faire. Je sais pas. En plus, c'est la première fois que j'enregistre quelque chose. Donc, je sais absolument pas où c'est qu'il va le stocker, s'il va me proposer de le récupérer, s'il va le stocker en ligne sur le. J'en ai aucune idée. Donc, je vous tiendrai au courant. On essaiera de voir ce qu'on peut faire de manière différente, s'il faut. Okay. Et je verrai. OK? D'accord. Je reviens sur ça. Donc, comme indiqué précédemment, lorsque j'ai évoqué le crochet et puis l'opérateur HAT, vous avez, comme pour le STD Array, vous avez une gestion du dépassement on va dire de capacité de votre vecteur si vous utilisez l'opérateur HAT comparativement à si vous utilisez l'opérateur crochet. Donc dans l'exemple que j'ai pris ici, j'ai pris exactement globalement le même exemple que pour le STD Array. J'ai créé un vecteur ici que j'ai initialisé avec 5 valeurs, d'accord, dans la définition même du vecteur, en utilisant je déclare mon vecteur et je l'initialise avec le égale accolade suivi ici des 5 valeurs. Et j'essaie d'accéder à la case 6. La case 6 qui n'existe pas, bien évidemment, c'est la première case qui est située juste à la fin du vecteur. Donc lorsque j'essaie de faire vecteur 1 de 6 égale 666, alors premièrement, le compilateur ne m'a rien dit du tout à la compilation. Deuxième chose, lorsque j'essaie de le faire, il n'y a pas de problème. Il m'écrit bien 666 dans la case 6. Enfin, apparemment, il l'écrit bien, parce qu'il ne plante pas là. Lorsque j'affiche cette valeur, et apparemment, dans ce cas-là, il me la relie bien, puisqu'il m'écrit bien after last, et il m'affiche bien 666. Donc, a priori, ici, dans ce cas-là, on n'a pas eu de problème. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, ça veut dire qu'on est au-delà des frontières du tableau, et comme notre tableau est positionné dans une zone mémoire où je peux écrire, et que les cases suivant ce tableau sont également accessibles en lecture, en écriture, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a effectivement bien écrit à cette case et il est capable de la relire. Mais on est dans un comportement qui est non déterminé du fait qu'on accède en dehors d'une zone mémoire pour laquelle on n'est pas censé écrire ou pas censé lire, puisqu'elle n'a pas été allouée pour notre programme. Et donc, l'intérêt d'utiliser le HAT, comme l'intérêt d'utiliser les itérateurs par la suite, nous permet effectivement d'avoir une gestion des exceptions. Et donc, lorsque j'essaie d'accéder à vect1.at parenthèse 6, effectivement, il me génère une exception qui est de type std out of range, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, on peut éventuellement gérer cette exception et faire afficher un message ou faire une reprise de programme différente. Moi, je n'ai rien géré du tout ici, donc bien évidemment, mon programme est sorti. C'est terminé de manière un peu brutale.
dans le cas où on ne gère pas les exceptions. On verra ça plus tard pour les exceptions, si on a le temps, dans le tout dernier cours. Alors, le vecteur a globalement les mêmes opérations que le array. Donc, on va retrouver exactement, globalement, la même liste d'opérations. Et puis, bien évidemment, parce qu'un vecteur est avant tout un tableau, une fois qu'il est alloué. Donc, vous retrouvez tout un ensemble d'opérations permettant d'accéder aux différents éléments du tableau. Et vous allez trouver, bien évidemment, un certain nombre d'éléments supplémentaires, en particulier toutes les fonctions qui permettent de modifier la taille du tableau, d'accord, qui ne sont pas du tout accessibles pour les tableaux STD array qui ont une taille statique. Donc on va trouver par exemple clear qu'on a déjà vu, qui permet d'effacer le tableau. On va trouver deux fonctions qui permettent d'insérer des éléments qui s'appellent insert et place. Alors la différence, elle est subtile entre les deux. Insert, ça suppose que vous avez créé l'élément d'abord, et puis ensuite il est inséré dans le tableau, c'est-à-dire qu'il va y avoir une copie de votre élément à l'intérieur de votre tableau, alors que in place est un peu différent. Il va construire l'élément sur place, c'est-à-dire que vous allez lui fournir les données pour construire uniquement l'élément dans le tableau, et l'élément va être peuplé avec les différentes données que vous voulez lui passer. Ça évite de créer un élément par avance et de le copier dans votre tableau. Erase permet d'effacer des éléments, donc vous allez spécifier que vous voulez effacer l'élément 4 ou l'élément de 4 à 6, etc. Pushback, on l'a vu, permet d'ajouter un élément à la fin. Unplaceback permet effectivement de construire un élément, c'est équivalent. Alors, le pushback et l'unplaceback, c'est l'équivalent de insert et inplace, mais pour la fin. Vous trouvez popback qu'on a vu, resize qu'on a vu, swap qui vous permet de permuter les contenus de deux éléments ou deux vecteurs. Et puis bien évidemment, dans les choses qui sont intéressantes, alors empty permet de tester si votre tableau est vide, le parameter size permet d'avoir la taille, max size vous permet d'avoir la taille maximale que vous pouvez allouer en mémoire. D'accord? Donc si vous créez votre tableau votre vecteur d'entier, si vous appelez l'opérateur maxsize, il va en fonction de la quantité de mémoire que vous avez sur votre système, il va vous donner la taille maximum qui est allouable sur le tas de votre programme. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs gigaoctets de RAM disponibles, il va vous permettre d'allouer plusieurs gigaoctets de données pour votre tableau. Reserve et capacity sont des fonctions qui sont intéressantes, alors qu'on utilise peu, mais c'est qui permet de comprendre comment fonctionne un vecteur pour être efficace. En réalité, lorsque vous créez un vecteur et que vous ajoutez un élément, vous faites un pushback. Normalement, chaque fois que vous faites un pushback et que vous ajoutez un élément à la fin de votre tableau, il faudrait déplacer le tableau, puisque on peut imaginer que dans beaucoup de cas, les cases suivant le tableau sont déjà allouées pour d'autres éléments. Donc ça veut dire que je crée un premier tableau qui est vide, il n'a pas de mémoire, je fais un premier pushback, donc je vais déplacer mon tableau quelque part en mémoire pour qu'il ait une case mémoire dans laquelle on va mettre un entier, par exemple, comme on a fait ici. Je refais un deuxième pushback, mais je vais voir rajouter un deuxième entier à mon tableau, donc il va falloir que je trouve un endroit en mémoire où j'ai deux entiers qui peuvent être stockés, et mon tableau va être déplacé là. Si je fais un troisième pushback, on va chercher une case mémoire où il y a trois cases, etc. etc. D'accord ? Donc c'est très problématique, parce que si vous créez un tableau et que vous faites une boucle et que vous rajoutez via des pushbacks 1000 éléments, ça sous-entendrait que vous allez déplacer 1000 fois votre tableau. Donc ça, c'est pas du tout optimal en termes d'exécution. Et donc, c'est une stratégie qui n'est pas du tout utilisée. En réalité, la stratégie, elle est que à chaque fois que vous allouez des éléments et que vous devez déplacer votre tableau va grossir, mais plus vite que ce dont vous avez besoin. Et donc, c'est ce qu'on appelle la capacité.
ou la réservation, si vous voulez utiliser cette réservation manuellement. Si vous ne faites pas de réservation manuelle, en réalité, ce qui se passe, c'est que votre tableau, vous allez créer votre tableau d'entier qui est vide, vous allez faire le premier pushback, effectivement, il va allouer un entier pour stocker l'entier que vous voulez mettre dans le tableau. Vous allez faire un deuxième pushback pour passer à 2. Effectivement, il va déplacer votre tableau, trouver un emplacement où il y a deux cases consécutives pour mettre ces 2 entiers. Et puis, lorsque vous allez faire votre troisième pushback, en réalité, il ne va pas allouer une troisième case, mais il va passer à 4. Et il va multiplier à chaque fois par 2. En gros, ça veut dire que lorsque vous faites votre troisième ajout de données, votre tableau, il a une capacité de 4. Donc, ce qui va vous permettre, lorsque vous allez faire le quatrième, de ne plus déplacer votre tableau et d'utiliser la quatrième case qui est disponible. Si vous arrivez au cinquième, il va passer de 4 à 8. Donc, vous aurez 3 cases supplémentaires. Quand vous arrivez à 8, il va passer à 16, et etc., etc. Donc, à chaque fois, on va doubler la capacité de votre tableau de telle manière à ce que, lorsque votre tableau est relativement grand, il y ait finalement de moins en moins de déplacement en mémoire pour justement être optimal. D'accord ? Et donc, en appelant la méthode, la fonction membre capacity, vous connaissez la taille qui est allouée en mémoire pour votre tableau à l'heure actuelle et qui est donc au premier multiple de 2, puissance de 2, qui est supérieur au nombre d'éléments qu'il y a dans votre vecteur. Donc, par exemple, si vous avez un vecteur qui a 130 éléments, vous aurez 256 de capacité dans votre tableau. Et réserve vous permet de le faire manuellement. Si vous savez par exemple que vous allez créer un vecteur qui va comporter un certain nombre d'éléments, par exemple, si vous savez que votre vecteur va utiliser entre 100 et 200 éléments, vous pouvez, au moment où vous le créez, utiliser réserve et lui dire que vous allez, par exemple, faire une réservation de 256 éléments, ce qui vous permettra d'être sûr d'avoir 256 éléments contigus à la mémoire et de ne plus avoir de déplacement dans la mémoire de votre tableau, ce qui contribuera à augmenter les performances. Donc ça, c'est des choses un peu subtiles, mais qui peuvent être intéressantes lorsqu'on veut faire de l'optimisation de performance dans certaines applications. Donc, si maintenant qu'on a vu les 3 types de tableaux, je vais essayer de revenir sur mon cas d'école que j'ai pris, qui était la création de ma to-do list. Hein. Pour l'instant, dans les cours précédents, on a créé une classe date, on a créé une classe to-do, on a créé une classe générique, on a créé une classe recurring to-do par héritage, etc., etc. Donc, on va revenir sur ce fil rouge de ma to-do list et je vais me poser la question maintenant de savoir dans quel type de tableau je vais essayer justement de créer cet ensemble de tâches que je veux mémoriser. Donc, j'ai créé ici, globalement, 3 façons de faire pour créer une classe que j'ai appelée to-dos. Donc, je peux l'appeler to-do list, mais je l'ai appelée to-dos au pluriel. Et je me dis que je vais stocker l'ensemble de mes tâches à faire dans un tableau que j'appelle dans une variable membre privée de ma classe, variable membre que j'appelle underscore to-dos, de telle manière à pouvoir effectivement stocker. Ça va être un tableau de to-do. Okay, donc vous comprenez bien la philosophie derrière tout ça. Et donc, en fonction des 3 façons de faire, j'ai écrit le code correspondant. Donc, dans le premier cas, en haut à gauche, c'est un tableau défini avec des crochets. Donc, c'est un tableau à la mode C, basé sur ce qui se faisait avant en C. Donc, j'ai créé un tableau to-do, donc c'est un tableau statique. Et bien évidemment, dans ce tableau statique, il faut que je définisse la taille du tableau à la création même de mon code. Et donc, j'ai défini ici une taille max size que j'ai définie à 1000 en me disant que j'aurais moins de 1000 tâches à faire dans ma to-do list. Donc, j'aurais pu mettre n'importe quelle autre valeur, mais c'était histoire de mettre une valeur. J'ai transformé cette déclaration de classe en utilisant un std array.
D'accord, donc on retrouve à droite la même définition, sauf qu'au lieu d'utiliser un tableau style C, j'ai utilisé un tableau de type STD Array, et donc dans lequel, effectivement, entre les crochets, je vais passer les deux paramètres qui sont indispensables, à savoir le type de données, donc to-do, et puis bien évidemment, comme mon STD Array, c'est un tableau de taille fixe, statique, je suis obligé de passer max size en deuxième paramètre de mon STD Array. Et puis la troisième version, c'est j'utilise un vecteur et dans ma variable membre privé underscore to12, et donc ici, vecteur de to-do, j'ai fait une erreur, là, ça c'est... Hop, voilà, ça sera mieux. Mauvais copier-coller. Donc effectivement, c'est un vecteur de to-do et que j'ai appelé underscore to-do. Et donc, on peut se poser la question, c'est face à le cas ici, quelle est la meilleure solution que je peux utiliser? Alors globalement, c'est une, on va dire, appréciation personnelle. J'aurais tendance à utiliser un vecteur ou un STD Array, mais surtout pas un tableau de type C. On veut essayer de faire du C++ un tout petit peu moderne, et donc, bien évidemment, il faut oublier tout ce lointain héritage qui vient de C, parce que il y a dans les versions récentes de C++ des moyens de faire des choses élégantes, rapides et efficaces qu'il n'y avait pas, qu'il n'était pas possible de faire en utilisant du C standard. Et donc typiquement, si j'utilise un tableau de type C, je pense que c'est un très mauvais choix, parce que, alors pas seulement parce que la taille de mon tableau est imposée, mais parce que j'ai aucun opérateur fourni avec les tableaux, et donc j'ai tout à écrire moi-même, ce qui peut être rapidement long à faire, source de bugs et évidemment pas très efficace, même si je suis un bon développeur. Donc, partant de ce principe-là, j'ai soit la possibilité d'utiliser un STD ou un STD vecteur. Alors, dans les deux cas, avec le array ou le vecteur, on l'a vu, il y a une certaine bibliothèque d'opérateurs, et puis on va voir qu'il y a un certain nombre d'algorithmes fournis avec la STL qui vont nous permettre de faire des choses. Alors, quel choix? Quel choix? Est-ce que j'utilise un STD array? Est-ce que j'utilise un STD vecteur? Ça peut être variable. Ici, dans le cas présent, j'aurais tendance à utiliser un STD vector. Pourquoi? Parce que ma taille, ma to-do list est totalement dynamique. Je ne sais jamais combien d'éléments je vais pouvoir mettre dans mon tableau, et donc j'aurais tendance à utiliser un vecteur. Si vous avez quelque chose qui est plus statique, entre guillemets, en termes de taille, c'est sûrement plus intéressant d'utiliser le STD array, puisque vous n'aurez pas de difficulté, vous n'aurez pas de surcoût de déplacement de mémoire ou des choses comme ça. Par contre, si vous devez introduire à différentes places, un peu n'importe où dans le tableau, des nouvelles valeurs, le vecteur est sûrement plus intéressant puisqu'il est fourni avec tout un tas d'opérateurs qui permettent de faire ça. Donc, ici, délibérément, je vais considérer que le STD vecteur, c'est le meilleur choix, puisque je vais pouvoir ajouter et supprimer très facilement des tâches à ma liste, et c'est aussi le cœur même de ce type d'application. Donc, voici un condensé. Alors, un condensé de ce qu'est la classe To12. Donc, ma classe To12, alors que j'ai repris la même syntaxe que j'ai fait pour To-Do, qu'on avait créé précédemment. Donc, je l'ai mis dans un namespace que j'ai appelé To-Do. C'est donc toujours le même namespace. Ma classe To12, donc elle a une partie publique, une partie privée, bien évidemment. Dans cette fameuse partie privée, je vais retrouver mon vecteur de To-Do, que j'ai appelé underscore To12, donc au pluriel.
pour indiquer qu'il y en a plusieurs. Et donc, bien évidemment, si c'est un vecteur de to-do que je crée, il faut forcément que je fasse un dièse include de todo.h au début de mon fichier todos.h pour que ma classe todos puisse savoir ce que c'est qu'un to-do. Okay. J'ai fait un constructeur par défaut que j'ai créé, je ne sais pas ce que j'y ai mis dedans, sans paramètres. Hein, on va dire qu'il va créer une liste, un vecteur vide. Et puis, j'ai fait deux fonctions membres publiques, donc minimales, hein, comme je dis, qui permettent d'ajouter un to-do passé en paramètre dans mon vecteur, et puis une fonction qui me permet d'effacer un to-do en lui passant l'index dans mon vecteur. C'est la façon la plus simple de faire. Et puis, j'ai l'opérateur inférieur pour pouvoir afficher l'ensemble de mes to-dos avec une ligne du style std cout inférieur, le nom de ma variable to-dos. Okay. Alors, je l'ai mis en friend. Alors, souvenez-vous, lorsque je surcharge l'opérateur inférieur, comme le premier paramètre est un flux de sortie, je ne peux pas faire une fonction membre. Donc, je fais soit une fonction free qui est à l'extérieur de la classe, soit une fonction ami. Si je fais une fonction free à l'extérieur de la classe, je vais donc lui passer, bien évidemment en paramètre comme j'ai fait ici, une variable sur un objet de la classe to12. Mais comme je dois, ce qui m'intéresse d'afficher avec l'opérateur inférieur, c'est le contenu de mon vecteur, il faut que j'accède à la variable underscore to12 qui elle a été définie en privé ici. Et donc, si je fais une fonction free, ça veut dire qu'il faut que je crée aussi une fonction membre qui me permet de récupérer l'ensemble des to-dos, alors que si je fais une fonction friend ici, je vais pouvoir accéder à la variable underscore to-dos à l'intérieur de ma surcharge d'opérateur. D'où ici la justification d'un opérateur friend, d'un opérateur surchargé inférieur qui est de type friend ici. Donc, c'est souvent ce qu'on fait pour la surcharge des opérateurs inférieurs ou supérieurs qui fonctionnent sur des flux, c'est qu'on les met en amis et on les définit à l'extérieur de la classe, mais ils ont ainsi accès aux différentes variables privées de la classe. Bien évidemment, j'ai besoin de date de la classe todo aussi, et donc tout est défini dans todo.h, todo.cpp, etc., etc. Et puis j'ai un fichier todo-main.cpp qui permet d'implémenter cette classe-là. Donc on va voir juste après. Voici ici le fichier todo.cpp qui va me permettre d'implémenter mes 3 fonctions, hein, mes 4 fonctions. J'ai mon constructeur effectivement qui ne fait rien. J'aurais très bien pu m'en passer. J'aurais très bien pu ne pas le déclarer du tout dans le fichier todo.h et dans le fichier todo.cpp. J'aurais eu à ce moment-là un constructeur par défaut implicite qui aurait été créé et qui m'aurait juste alloué la mémoire, c'est-à-dire la mémoire pour 0 élément de mon vecteur, et ça aurait suffi. J'ai écrit un j'ai déclaré un constructeur dans le todo.h et puis j'ai écrit son code vide dans le todo.cpp, histoire de me dire que si j'avais besoin de créer ce constructeur, je pourrais rajouter le code ici. Mais c'était pas, bien évidemment, c'est pas forcément nécessaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir alors 2 choses. Un, c'est la compacité du code que j'écris. Hein. On voit bien que la fonction add, elle est excessivement simple. Qu'est-ce qu'elle va consister à faire? Elle va consister à prendre en paramètre une variable de type todo et faire un pushback sur la variable membre sur le vecteur. Donc le underscore todo.pushback todo. Donc à partir du moment où je crée une tâche, au moment où je crée une tâche dans un programme, je peux passer cette tâche à la fonction add
de ma classe ToDo, et donc automatiquement, je vais par la suite insérer cette nouvelle tâche à la fin de mon vecteur. Okay. On peut le voir juste dans l'exemple après. Je vais revenir sur le code, les codes précédents. Ici, dans mon fichier principal qui s'appelle todo-main.cpp, je crée, alors on l'étudiera en détail par la suite, mais je crée effectivement une tâche que j'ai appelée todo1 en appelant le constructeur de la classe todo, donc en lui passant effectivement l'ensemble des paramètres nécessaires. Et donc une fois que j'ai cette classe, cette tâche todo1, je peux sans aucun souci la passer en paramètre de la fonction membre add, qui va effectivement travailler sur l'objet todo qui a été défini comme étant de type todo juste à la première ligne après le mail. Bien évidemment, vous retrouvez le todo 2.2. Avant toutes les opérations, puisque je suis dans le namespace todo dans lequel j'ai défini l'intégralité de mes classes. Si j'avais pas voulu utiliser le todo 2.2 ici, il aurait fallu que je fasse un using namespace todo au préalable. Donc, de manière très concise et très compacte, on ajoute un élément. Et alors, ce qui est important aussi de voir, de signaler, et c'est ça là, toute la puissance des éléments ici vecteurs de la STL, mais c'est pareil pour n'importe quel autre élément de cette classe, de la STL, pardon, c'est que vous ne préoccupez nullement d'allouer de la mémoire, de tester si ça marche ou pas, hein, parce que généralement, quand on doit faire une opération d'allocation dynamique de mémoire, on a un opérateur qui s'appelle new en C++ qui permet de créer un nouvel élément, donc qui va permettre de réserver la place en mémoire. Derrière, vous avez, sur cet élément que vous avez créé, vous devez tester si effectivement il a été bien alloué, à savoir est-ce qu'il y a eu de la mémoire, et une fois que ça s'est testé, que c'est validé, vous pouvez ajouter des données à l'intérieur de cet élément. Ici, j'appelle l'instruction pushback, et puis c'est tout. Si jamais ça se passe mal, j'aurai une exception qui sera générée, hein, et vous pourrez éventuellement traiter cette exception et en faire ce que vous voulez, en indiquant par exemple un message à l'utilisateur comme quoi vous n'avez plus de mémoire sur votre système. Vous ne vous préoccupez pas non plus de savoir si votre vecteur a été ralloué, comme j'évoquais ça tout à l'heure, à savoir est-ce que toute la mémoire, tout le vecteur a été déplacé quelque part en mémoire pour pouvoir allouer de la nouvelle mémoire, ou si effectivement il avait de la place disponible à la fin pour ajouter un élément. Donc c'est quelque chose qui est donc très utile, hein, en termes d'abstraction. Ici on voit bien, vous appelez juste une instruction, pushback. Donc c'est de très haut niveau, hein, ça élève le niveau d'abstraction, et puis on comprend parfaitement ce que fait ce code-là, sans avoir à se soucier d'effectivement ce qui se passe derrière. De la même manière, le code de la fonction qui permet d'effacer un élément, j'ai dit, alors je l'ai écrit de cette façon-là, on pourrait l'écrire de manière différente. Là, j'ai décrété que je voulais effacer l'élément qui est à la position, donc ici ID. Donc je passe en paramètre en entier le numéro, l'index, on va dire, de la case de mon vecteur que je veux supprimer. On pourrait faire un del, une fonction membre del qui prenne un autre type de paramètre, hein, par exemple le titre de la tâche à effacer, hein, et donc on ferait une recherche de ce titre dans le vecteur et on effacerait la case correspondante. C'est quelque chose qui peut être fait assez facilement. Ici, moi, pour des questions de simplicité, tout de suite, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus simple, et donc je décide d'effacer un élément du vecteur qui est à la position ID. Donc,
j'ai rajouté un petit test pour vérifier qu'effectivement le paramètre ID est bien. Alors j'aurais dû faire deux tests. J'aurais pu d'abord vérifier qu'il était supérieur ou égal à 0. Là, j'ai juste fait quoi il était inférieur à la taille de mon vecteur. Parce que bien évidemment, si j'ai un vecteur qui a pour taille 5 et que j'essaie de supprimer l'élément 7, ça va me générer une exception et donc une erreur. Et donc, ce que je fais, c'est que j'appelle la fonction erase qui permet d'effacer un élément de mon vecteur à une certaine position. Et donc, et c'est là la première fois qu'on va parler d'itérateur. Vous voyez ce qui est passé en paramètre de erase, c'est underscore to-dos.begin parenthèse plus id. Donc, cette fonction qui s'appelle begin parenthèse me permet d'accéder, de trouver le début en mémoire de mon tableau, de mon vecteur. Et bien évidemment, comme mon vecteur ou comme un std c'est quelque chose qui est contigu en mémoire. Si je veux accéder à la case ID, il suffit juste que je fasse une incrémentation entre le début de mon vecteur que j'obtiens grâce à l'opérateur begin et auquel j'ajoute ID. Donc si par exemple j'essaie d'effacer comme ici, j'essaie d'effacer le deuxième élément de mon tableau. Hein. Mon tableau va commencer à un index 0. Hein, et lorsque je fais un del 2, je vais donc ici effacer ce que j'ai appelé to-do 3, hein, puisque c'est donc l'index 2, c'est le troisième élément, et donc je vais sûrement effacer la to-do qui s'appelait write report, etc. Et lorsque j'affiche mes 4 to-do, après les avoir ajoutés, on retrouve bien les 4 to-do, et lorsque j'ai après avoir effacé le deuxième, lorsque je réaffiche, on voit bien que effectivement le troisième a disparu puisqu'il a été effacé. Donc cet opérateur begin, tout de suite à l'instant T, on va le considérer comme étant quelque chose qui permet d'accéder au début à la case mémoire du début de mon vecteur. En réalité, c'est ce qu'on appelle un itérateur, et on va voir plein de choses sur les itérateurs dans les prochaines slides. C'est quelque chose de très puissant à utiliser. Donc si je reviens sur ma fonction del, effectivement, si je suis au-delà de ma capacité, de mon tableau, je ne fais rien. Je pourrais générer une exception en disant que ça ne marche pas. Là, j'ai rien fait. Je m'abstiens d'effacer quelque chose si je suis en dépassement. Donc, je n'efface que si, effectivement, je suis bien en dessous la taille. Et puis, ce qui est important derrière, c'est effectivement, j'ai fait une surcharge de l'opérateur inférieur. Hein, je l'avais défini comme étant une fonction ami. Et donc là, vous voyez pourquoi j'ai besoin que ça soit une fonction ami, puisque qu'est-ce que je vais faire? Mon vecteur, c'est un ensemble de to-do, donc je vais faire une boucle for sur l'ensemble de mes éléments de mon vecteur. Donc c'est ce qui est écrit dans le for const to-do, underscore to-do. Alors ça fait beaucoup de to-do, bien évidemment, mais si on se repère, qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle for comme ça qui me permet d'extraire chacun des éléments de mon vecteur. Alors mon vecteur, il est où? C'est la partie droite, c'est le to12.underscore to12. Alors pourquoi c'est le to12? Parce que le to12, c'est celui qui est passé en paramètre de l'opérateur inférieur. Le deuxième paramètre de la surcharge de mon opérateur inférieur, c'est une variable qui s'appelle to12 et qui est de type to12. Donc, bien évidemment, c'est une fonction, c'est une variable de cette classe-là. Et donc, cette variable de cette classe-là, elle a forcément un vecteur qui s'appelle underscore to12. Donc, effectivement, dans ma boucle for, le paramètre de droite à droite du 2 points, c'est to12.underscore to12. Donc, c'est bien effectivement le vecteur de to12
qui est de la variable passée en paramètre to-dos de ma surcharge d'opérateur. Et donc, vous comprenez bien qu'il faut forcément que cette surcharge d'opérateur inférieur soit une fonction AMI, parce que si ce n'est pas une fonction AMI, je ne peux pas accéder au vecteur underscore to-dos qui est dans ma variable to-dos. Okay. Donc, ma surcharge étant une fonction AMI, je peux accéder à mon vecteur. Et donc, qu'est-ce que je fais pour chacun des éléments de ce vecteur, que je vais appeler todo, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est todo? C'est forcément une variable de type todo, puisque c'est la définition même de mon vecteur ici. Hein. Et donc, pour chacune de ces variables todo de mon vecteur todo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer vers le stream de sortie cette variable. Et ça ne peut marcher. Là, le OS inférieur à todo, ça ne peut marcher que parce que j'avais déjà surchargé pour la classe todo l'opérateur inférieur, et donc je réutilise cette surcharge. Si effectivement vous ne c'est pas fait pour la classe todo, je ne peux pas l'écrire ici. Il faudrait que j'écrive le code nécessaire à afficher, à envoyer vers le stream de sortie le contenu de todo. Donc c'est là aussi où on voit la puissance de la surcharge des opérateurs, c'est que ayant surchargé l'opérateur inférieur pour la classe todo, en surchargeant l'opérateur inférieur pour la classe todo, comme je fais ici, j'arrive à écrire en 3 lignes, j'arrive à écrire le code qui me permet d'afficher l'intégralité des différents éléments de ma to-do list ici, après ou avant, après ajout et avant ou après avoir supprimé un élément. Donc c'est quelque chose qui montre que finalement on va pouvoir réutiliser à volonté tous les éléments qu'on a pu définir précédemment dans les différentes classes qu'on utilise pour construire de nouveaux objets. Donc oui, ici, donc pour finir, alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. Hein. Juste pour dire, donc à la première ligne du main, quand on déclare la variable todo qui est un objet de type todo, on appelle effectivement le constructeur. Le constructeur, il est vide, et il répète un constructeur générique. Que fait ce constructeur ou que ferait le constructeur générique? C'est juste déclarer le vecteur, et un vecteur vide, bien évidemment. Si on faisait un cout inférieur à todo au tout début, juste après avoir créé la variable, il n'afficherait rien puisque notre tableau est vide. Ok. Donc voilà à peu près tout là-dessus de ce que je peux dire sur l'utilisation d'un vecteur pour ma classe todo. Donc, ce qui va me permettre maintenant, on va revenir pendant un certain nombre de slides sur un élément qui est très important, qui est la notion d'itérateur. Hein. Dans itérateur, itérateur en anglais, il y a quelque chose il y a une racine qui est très forte qui s'appelle l'itération. D'accord. Et bien évidemment, itérer sur un tableau, c'est quelque chose de très commun. Hein. On a des boucles pour ça, la boucle for, la boucle while, la boucle do while, etc., etc. Et c'est effectivement une action très commune, on va dire de base, sur un tableau, qu'il soit array ou vecteur, d'itérer et de se promener et de faire des calculs, des traitements sur l'ensemble des valeurs qui sont stockées dans ces tableaux. D'accord. Donc on a déjà vu ce que j'appelle les boucles basées sur un index. Donc c'est les boucles for ou les boucles while. Hein. Vous avez un exemple ici dans le code. Le code présenté ici, vous avez à la ligne 5 un for parenthèse int i égale 0, i inférieur à 5, i plus plus, et je fais un cout de data i, hein, et de data 2.at_i. Donc ça, c'est ce que j'appelle les boucles for, et on pourrait avoir la même avec une boucle while, basée sur un index. Vous avez un index qui était incrémenté, ici l'index i,
il va de 0 à 5, puisque tout simplement, mon tableau de données va jusqu'à 5 éléments. Ça, c'est la première type de boucle qu'on a déjà vu. Et puis, vous avez les boucles basées sur des intervalles, d'accord, qui sont uniquement accessibles depuis C++11 sur les std arrays et std vectors. Et donc là, j'ai une photo passage. Hop, voilà. Donc, c'est le deuxième exemple de boucle. Hein, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans la surcharge de l'opérateur inférieur. Ici, alors c'est pas data, si, data 3, pardon. C'est sur mon vecteur. J'ai ici utilisé un vecteur qui s'appelle data 3, dans lequel j'ai 2, 4, 6 éléments. Et ce que je fais, c'est que je fais une boucle sur l'ensemble des éléments de data 3, et pour chacun des éléments, je vais stocker la valeur qui est dans un cas correspondant à data 3 dans la variable D, et ce qui va me permettre, lorsque je fais un cout de D, d'afficher l'intégralité des éléments. Donc 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'avantage de ce type de boucle par rapport aux précédentes, c'est que vous n'avez pas à vous soucier ni du début ni de la fin de votre tableau. C'est le système, qui va automatiquement trouver le premier élément et le dernier élément, et il va itérer effectivement sur les différents éléments. Donc on voit ici la notion d'itération, hein, très simple. Ici représentée par deux boucles for, avec effectivement la deuxième type de boucle qui est quand même plus safe, on dirait, plus saine, plus sûre que la première, puisque vous n'avez pas de limite à définir sur votre tableau, alors que dans le premier cas, vous devez définir une limite. Si dans le premier cas, la boucle avec le i sur l'index, si vous trompez du début ou vous trompez sur la fin, vous aurez forcément une exception générée ou un problème d'effet de bord s'il n'y a pas d'exception générée, si vous dépassez la taille de votre tableau. Okay. Donc attention, dans le deuxième cas, ce n'est pas le cas. Ça marche puisque le tableau data 3 est ici un vecteur. Ça marcherait aussi avec le tableau data 2, mais ça ne marcherait pas avec le tableau data 1, puisque ce n'est pas un tableau de type std array ou std vecteur. Néanmoins, cette deuxième boucle basée sur un intervalle ne marche pas avec des éléments qui s'appellent des listes ou des queues, puisque ces containers-là sont des éléments qui ne sont pas contigus en mémoire. Si vous faites une liste, typiquement on a un opérateur qui s'appelle std2.list, un type de variable, c'est une liste chaînée, et vous ne pouvez pas passer, vous pouvez passer d'un élément à un autre, vous pouvez parcourir votre liste, mais les différents éléments ne sont pas stockés de manière contiguë en mémoire, et donc ce type de boucle for ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle des itérateurs qui sont utilisés pour se promener, pour avancer, pour naviguer, pour itérer à travers tous les éléments de collection d'objets, au sens large du terme. Ce que j'appelle une collection d'objets, c'est tous les types de containers qu'on peut trouver dans la STL. Et donc, on va retrouver bien évidemment les arrays et les vecteurs qu'on a déjà vus. Mais vous allez trouver aussi les listes, les queues, les piles, etc. etc. Et donc, vous allez pouvoir utiliser avec une écriture unifiée, et c'est ça qui est intéressant, c'est quel que soit le type de container, vous allez avoir les mêmes itérateurs que vous pouvez utiliser. Donc, c'est très intéressant puisque ça sous-entend que si vous travaillez avec des itérateurs sur des arrays et que vous voulez adapter votre code et n'utilisez plus un array mais une liste ou un vecteur, vous avez juste votre type de données à changer et globalement le code que vous allez écrire avec les itérateurs est parfaitement réutilisable pour un autre container. Donc ça permet aussi de minimiser les erreurs, ça permet d'utiliser toujours les mêmes opérateurs et donc à partir de ce moment-là,
on se familiarise avec eux et donc on est capable de les utiliser dans plein de cas différents. Et donc ça, c'est une très très grosse force de ces itérateurs associés au type de container. Alors, il y a quatre opérations basiques avec les itérateurs. OK. Ces 4 opérations basiques vont vous permettre, pour la première, de vous positionner à une position particulière dans votre collection d'éléments. Okay. On a déjà vu le begin. Hein. Vous avez une variable qui est une variable de type container. Hein. On l'avait vu avec un vecteur, mais on peut faire ça avec un array ou avec un autre. Hein. Si vous prenez cette variable et que vous lui passez la méthode begin, suivi de parenthèse, ben vous allez faire l'opération d'égalité. C'est-à-dire que vous allez assigner votre itérateur justement au début de votre collection. Okay. On va voir qu'il y a bien évidemment des possibilités de se positionner à différents endroits et pas seulement au début. Okay. Une fois que vous avez positionné votre itérateur à une position spécifique, ben vous devez pouvoir lire ce qu'il y a à cette case-là. D'accord. Et c'est avec l'opérateur étoile. Donc si on imagine que j'ai créé un itérateur que j'ai appelé IT, ok, IT va contenir, enfin, IT va être quoi? Va être le numéro, va être la position de ma donnée, et étoile IT va être le contenu, c'est-à-dire va être la valeur qui est mise en avant par l'itérateur. Donc, on voit ici, pour ceux qui ont déjà fait de la programmation C ou C++, cette notion de pointeur, entre guillemets, un itérateur, c'est un pointeur vers une zone mémoire, et j'accède au contenu de ce pointeur avec un étoile. C'est tout à fait ce principe-là. Pour ceux qui n'ont pas vu les pointeurs, qui n'ont jamais entendu parler, et on en parlera au prochain cours, à la leçon numéro 6, lorsqu'on parlera des références et des pointeurs, il faut se dire que votre itérateur, c'est un objet qui permet de se positionner en face d'un élément de votre collection, okay, et que si vous voulez accéder à cet élément, il faut appeler étoile suivi du nom de l'itérateur. Ça vous permet effectivement de récupérer la valeur de l'itérateur. Et puis bien évidemment, vous avez les opérateurs plus, plus et moins, moins, donc je les ai mis dans la même famille bien évidemment, okay, qui vont vous permettre d'avancer au prochain élément ou de reculer à l'élément précédent. De la même manière qu'on faisait une boucle for, on commençait à l'index 0 et on allait jusqu'à la taille et qu'on incrémentait à chaque fois i++. Bon, on va faire globalement les mêmes choses avec les itérateurs. On va typiquement positionner un itérateur au début d'une collection, et puis une fois qu'on a traité l'élément de l'itérateur à la première case, on va incrémenter l'itérateur avec ++ pour passer à la case suivante. Et puis bien évidemment, vous avez un test, enfin 2 tests, l'égalité et la différence. Hein, on peut les mettre dans le même paquet, l'un étant le contraire de l'autre, qui va nous permettre de tester si 2 itérateurs sont à la même position. Hein. Si on peut facilement comprendre que vous allez créer un itérateur qu'on va positionner au début de votre collection. Cet itérateur, on va l'incrémenter jusqu'à quand? Jusqu'à ce que cet itérateur atteigne la fin de la collection. Et donc, bien évidemment, on va faire un test entre la valeur courante de l'itérateur qu'on a incrémenté et puis la fin de la collection. Donc, voilà les 4 opérations de base qu'on va retrouver très rapidement dans les exemples qui vont suivre. Donc, en termes de syntaxe, c'est compliqué à écrire un itérateur, mais au final, ça va être très simple. Pourquoi ça peut être compliqué et qu'au final, ça va être très simple? Parce que la syntaxe même, hein, c'est ce que j'ai écrit dans les 3 premières lignes de la slide. Hein, c'est mon itérateur, hein, c'est un objet de type itérator, okay, qui est associé à
on va dire, un objet qui est de type container type inférieur type supérieur. Donc, si par exemple je veux faire un itérateur sur le tableau data que j'ai créé, donc ici c'est un tableau qui est sous la forme d'un std array d'entier et qui comporte 5 éléments. Donc, j'ai créé ma variable data, donc de type std array d'entier sur 5 éléments. Et si je veux créer un itérateur qui va me permettre d'itérer sur les différents éléments de mon tableau, il faudrait que je le décrive de la façon suivante. std array inférieur 5, enfin virgule 5 supérieur. Donc ça reprend le type de données du tableau data. Et ensuite, je fais je définis que c'est un type itérator et je lui donne un nom, je l'appelle it. Okay, donc, si je fais ma variable it, alors j'oublie l'opérateur d'affectation qui est juste après. Hein, ma variable it, itérateur, c'est un itérateur qui est un itérateur sur quoi? Sur un std array d'entier et qui comporte 5 éléments. Donc, si je veux faire un itérateur sur un vecteur, ben, j'aurai un std vector, par exemple, int, itérateur it. Si j'ai un itérateur sur une liste, j'aurai un std.list itérateur. Si j'avais un itérateur sur une queue, ça serait std.queue, etc., etc. Donc, l'itérateur est forcément un itérateur spécifique à chacun des containers. Hein, puisque, alors pour faire simple et pour expliquer ça, on va dire que l'itérateur, c'est un type qui porte sur chacun, c'est un type spécifique qui va être adapté à chacun des différents containers sur lesquels il peut s'appliquer. Et donc, sous la même dénomination itérator, en réalité, vous avez des itérateurs qui sont différents et qui vont être spécifiés en fonction du type. Alors, pourquoi? Je vais prendre un exemple. J'ai dit dans le slide précédent que vous avez, dans les opérations de base de votre itérateur, vous avez l'incrémentation, plus. Hein. Si je regarde, par exemple, le schéma en bas à droite de ma slide, hein, avec le plus, qu'est-ce que je fais? Lorsque j'incrémente mon itérateur avec plus, je vais passer à l'élément suivant. OK? Mais vous êtes bien d'accord avec moi que si mon itérateur travaille sur un array d'entier ou travaille sur un vecteur de to-do, le plus associé qui va permettre de passer à la case suivante ne correspond pas du tout au même saut en mémoire. D'accord? Et là, je fais une comparaison entre un array et un vecteur, on est bien d'accord, qui ont des zones contiguës en mémoire. Alors, lorsque vous avez un itérateur sur une liste, lorsque je fais un plus, je passe à l'élément suivant de la liste, bien évidemment, et l'élément suivant, il n'est pas contigu. Donc, vous comprenez bien que les itérateurs sont des variables, des types de données qui sont spécifiques aux données sur lesquelles elles itèrent. D'où la nécessité de les définir comme ça. Alors, c'est relativement long à écrire, hein, et vous comprenez bien qu'à chaque fois que vous devez écrire un itérateur sur un std array d'entier qui a pour taille 5, ben vous devez écrire ce genre de choses. Si vous ne pouvez pas utiliser le même itérateur pour un autre tableau qui comporterait un entier et 6 éléments ou un flottant, etc. etc. Donc, c'est relativement long et un peu ennuyeux à écrire. Et c'est là qu'on va appeler à la rescousse un mot qui s'appelle auto. Auto, on l'a déjà vu. Je l'ai, je crois, écrit dans une boucle for, dans le cours 4, ou au début du cours 5. Je crois que j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que c'est auto? C'est une facilité de C++ 11, au moins, c'est sûr. C'est 14, non, 11, je pense. C++ 11, qui permet d'inférer un type automatiquement. Ça veut dire que ça peut être fait avec n'importe quelle variable. Hein. Si vous définissez un entier i égale à 0, int i égale 0, vous pouvez écrire auto i égale 0. Et forcément, le compilateur va voir que 0, c'est un entier,
Et donc I va le mettre forcément comme un entier. Si vous définissez auto test égale guillemets hello world, bah, test il va le mettre comme une std string. Si vous définissez auto f égale auto pi égale 3.14, il va vous définir que pi c'est sûrement un double puisque il est associé à la valeur 3.14. Donc on peut faire ça avec les itérateurs. Et c'est là où c'est relativement simple. C'est que au final, je vais pouvoir définir un itérateur. Comment je définis un itérateur automatiquement? Mais en écrivant auto it1, sauf que si j'écris auto it1, mon compilateur il est incapable de savoir que it1 ça va être un itérateur sur ici un tableau de type std array d'entier et de taille 5. Donc si je veux automatiquement générer mon itérateur, il faut que je lui dise que cet itérateur porte sur la variable qui est définie comme ça, donc à savoir data, ici. Okay, et comme un itérateur, c'est quelque chose qui va pointer, entre guillemets, qui va être positionné sur un des éléments de mon tableau, bah, il faut que je lui dise que je vais pointer sur un des éléments ici de mon tableau. Et donc, je vais par exemple utiliser la variable membre de std-array qui s'appelle begin ou la variable membre qui s'appelle end. Okay, et donc ici, j'ai défini deux itérateurs. Hein, it1 qui est égal à data.begin. Donc, le compilateur est tout à fait capable de trouver quel est le type de it1. Pourquoi il est capable de le trouver? Parce qu'il sait que it1 est lié à data, qui est donc un tableau de type array entier 5. Et comment il sait que c'est un itérateur? Puisque j'appelle la fonction membre begin qui, elle, renvoie un itérateur. Okay, donc, en écrivant auto it1 égale data.begin, je sais que it1 c'est un itérateur et que c'est un itérateur vers un tableau de 5 entiers. Okay, et que je vais positionner sur le premier élément de mon tableau. Et puis, lorsque je fais auto it2 égale data.end, je sais que je vais à la fin de mon tableau et je me positionne sur la première case située après le dernier élément. Et ça, c'est quelque chose d'important. Retenez bien que le begin, c'est le premier élément. OK, et le end, il est positionné après le dernier élément. Il n'est pas positionné sur le dernier élément. Il est positionné après le dernier élément. C'est l'analogie, elle est très simple. Il faut se positionner, il faut imaginer, c'est comme une boucle for. Lorsque vous faites une boucle for sur un tableau, vous commencez à l'index 0. Ça correspondrait à begin. OK, et vous faites un test par rapport, vous faites un i. Si c'est for int i égale 0, vous faites un i inférieur à la taille, mettons à n. OK, i inférieur à n. Pourquoi? Parce que votre tableau, il va de la case 0 jusqu'à la case n-1. Et bien là, c'est pareil. Hein. C'est le n qui serait donc la valeur après la dernière case va n-1, mais end, c'est pareil. End, il est positionné, le dernier élément, c'est n-1, entre guillemets, et donc end, c'est l'élément qui est juste supérieur au dernier élément. Okay, donc ça, c'est à retenir. Donc, démonstration. Alors, ici, j'ai fait quoi? Alors, j'ai fait une première fois avec une boucle for basique, une deuxième fois avec une boucle while basique, et puis j'ai utilisé une boucle while avec un itérateur. Donc, 3 exemples de code classiques. Donc, je définis data comme étant un vecteur d'entier. Alors, j'ai utilisé un vecteur, hein. Je n'ai pas utilisé de array, mais c'est exactement la même chose. Donc, mon vecteur d'entier, data, qui comporte 2, 4, 5, 3, 5, 7, 9 comme valeur. Je fais une boucle for qui me permet de créer une variable temporaire d qui va prendre chacune des valeurs successives de data, et je fais un cout de d, et donc je vais afficher forcément un 3, 5, 7, 9 avec ma boucle for. J'ai fait une deuxième version avec une boucle while, donc je crée la boucle while,
une variable temporaire i égale à 0, et bien évidemment, je fais que tant que i est inférieur à data.size, donc data.size va m'envoyer 5, qu'est-ce que je fais? Je fais un affichage de data.at_i, donc ce qui me permet d'afficher les valeurs successives, puisque avant de sortir ma boucle while, j'ai fait un i++ qui me permet d'incrémenter. Donc au début, je vais afficher data.at de 0, puis data.at de 1, puis de 2, puis de 3, puis de 4. Et donc, quand je serai à data.at de 4, j'aurai affiché le 9. Et bien évidemment, j'incrémente, je vais passer à i égale 5, et 5, il va être supérieur à data size, enfin, va être égal à data size, donc le while ne sera pas plus vérifié, et je sortirai. Et la dernière façon que j'ai faite, c'est en utilisant un itérateur. Alors, vous voyez, c'est exactement, globalement, la même chose que la boucle while au-dessus, sauf que je n'ai pas à me préoccuper d'accéder à la case de mon tableau avec l'opérateur at. Qu'est-ce que je fais? Je crée un itérateur avec l'instruction auto-it égale data.begin. Donc, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de créer un itérateur qui va être juste sur la première case de mon tableau qui correspond à la valeur 1. Et qu'est-ce que je fais? Je fais tant que cet itérateur est différent de la fin, de data.end. D'accord? Donc data.end, c'est un nouvel itérateur qui représente la fin, donc qui représente la case suivant la dernière case de mon tableau data, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, Et donc, tant que IT est différent de la fin de mon tableau, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher la case de mon tableau avec le étoilité. C'est l'opérateur dont j'ai parlé tout à l'heure. IT, c'est un itérateur sur un objet, sur un container. Et donc, étoilité, c'est le contenu de la case correspondante sur laquelle l'itérateur est positionné. Donc, ça va me permettre de passer les différentes positions successives de mon tableau via mon itérateur. Et à chaque fois, j'affiche le contenu de la case en question, de l'élément en question avec le étoilité. Et donc, ça m'affiche un 3, 5, 7, 9 comme les autres. Et comment j'incrémente? Alors, j'ai écrit un ++ IT. Je vais expliquer pourquoi je fais un ++ IT. Il faut d'abord que j'incrémente mon itérateur. OK? Donc, parce que au début, je suis à it égale data.begin, donc je vais positionner sur la première case, je suis à 1. Lorsque j'arrive à la fin de ma boucle, il faut que j'incrémente pour positionner mon itérateur sur la deuxième case dans laquelle il y a 3. Puis après, sur la troisième case dans laquelle il y a 5, puis la quatrième case dans laquelle il y a 7, et puis la cinquième case dans laquelle il y a 9. Okay? Et donc, pour ça, je vais incrémenter mon itérateur avec un ++. Alors, que vous mettiez IT++ ou ++IT, c'est exactement la même chose. Ça va bien incrémenter mon itérateur. Par habitude et souci de, entre guillemets, performance, on fait toujours une incrémentation préfixée. On fait un ++IT et pas un IT++. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous vous souvenez, dans la leçon 4, dans la leçon précédente, sur les objets date, j'ai surchargé tous les opérateurs ++ et moins. Et lorsque j'ai fait la surcharge de ces opérateurs ++ et moins, j'avais expliqué le code en détail. Et lorsque je fais un ++ postfixé, donc un IT++, en réalité, il y a d'abord, à l'intérieur du code de l'incrémentation, il y a d'abord une copie de la valeur non incrémentée. Et cette copie, elle est faite uniquement pour pouvoir être sortie, être retournée par la fonction de post-incrémentation. Avant d'incrémenter la valeur passée en argument. Et donc, dans ce cas-là, ici, c'est inutile de faire cette copie ici parce que je ne fais pas une affectation, je ne fais pas un IT1 égale IT++, hein, je fais un IT++ ou un ++IT.
Donc, je n'ai pas besoin de faire cette copie, et donc c'est pour ça que je fais une incrémentation préfixée, parce que dans l'incrémentation préfixée, on ne fait, dans le contenu de la fonction, on ne fait que l'incrémentation et pas du tout la copie. Alors, je pense pas du tout clair ce que je suis en train d'expliquer, et donc je vais rouvrir la fonction, la leçon 4, reprendre le code, il faut juste que je le retrouve. Voilà, c'était là. Allez, je prends ici. On voit ici, alors c'est pour des dates, mais c'est exactement le même code qu'on pourrait utiliser sur des itérateurs ou sur n'importe quel type de variable. Vous avez, on va comparer le plus d'en haut et le plus qui est en bas. Le plus qui est en haut, la première ligne, c'est une incrémentation postfixée, alors que le plus qui est en bas, c'est une incrémentation préfixée. Et on voit effectivement que dans l'incrémentation postfixée, elle permet de répondre, donc à effectivement, de faire les deux lignes de code, qui sont ici D1++ et ou D2 égale D1++. Et donc, effectivement, parce que cette opération d'incrémentation ou décrémentation retourne toujours quelque chose. Et effectivement, lorsque je fais l'opération postfixée, pardon, première ligne, lorsque j'écris D2 égale D1++, en réalité, ce que je fais, c'est que je copie D1 dans D2, et puis après, j'incrémente D1. Donc, à la fin, dans D2, j'ai la valeur initiale de D1, et dans D1, j'ai la nouvelle valeur incrémentée. Or, nous, dans notre cas, je ne fais pas cela. Je ne fais pas une opération d'égalité sur mon itérateur. Je fais juste l'incrémentation de l'itérateur sur lequel j'appelle l'opérateur plus plus. Et donc, on voit bien que cette copie, à l'intérieur de l'incrémentation postfixée, elle ne sert strictement à rien. Et donc, cette copie, on ne la retrouve pas. On ne la retrouve pas dans l'incrémentation préfixée, ou lorsqu'on écrit plus D1 ou D2 égale plus D1, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord l'incrémentation de D1, et puis après, on fait un return de cette nouvelle valeur et qu'on stocke dans D2. Et là, effectivement, vous voyez bien qu'il y a une ligne de moins. Il y a une ligne de moins dans la et ça évite effectivement de faire une copie. Donc, si je reviens ici, par habitude, lorsqu'on incrémente des itérateurs, on fait toujours des incrémentations ou des décrémentations préfixées et non pas postfixées pour éviter cette copie inutile. Si vous écrivez IT++, ça fonctionne exactement de la même manière et il n'y aura aucun souci. Mais c'est juste une habitude prise par les développeurs. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce qui est intéressant? Si je compare les trois façons de faire. Premier cas, je fais une boucle for. Ce type de boucle for, je pense que ça ne marche qu'avec les arrays et les vecteurs. Ça ne marche pas. Je ne suis pas sûr que ça marche avec les autres éléments. Je n'en sais rien, à vérifier. La première boucle while qui utilise l'opérateur at. L'opérateur at ne doit exister, je pense, que peut-être avec les vecteurs et les arrays. Je suis sûr qu'il n'existe pas pour les listes. Ça, c'est quasiment sûr. À vérifier, mais je pense que c'est quasiment sûr. Lorsque on s'intéresse aux itérateurs, je pense qu'il n'y a pas de souci. On peut incrémenter les itérateurs, quel que soit le container qu'on utilise. Donc ça devrait marcher, être beaucoup plus générique d'utiliser un container plutôt que d'utiliser n'importe quel autre type de boucle et d'itération sur les différents éléments d'un container. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait un autre exemple. J'ai affiché mes éléments à partir de la fin.
ça va me permettre d'introduire dans les itérateurs R_begin et R_end, en opposition à end et begin. Donc, j'ai fait 3 boucles while. Hein. J'ai fait 3 boucles while. Une première boucle while classique, en utilisant l'opérateur at, donc sans aucun itérateur. Je me positionne à une. Donc, je veux afficher. Donc, j'ai mes données qui sont un vecteur d'entier, de 5 entiers dans lequel j'ai 1, 3, 5, 7, 9. Et ce que je veux afficher à l'écran, c'est 9, 7, 5, 3, 1. Ok, c'est donc afficher les éléments en ordre inversé, en commençant par le dernier. Donc, comment je fais? Je me mets dans le cas d'une boucle while qui utilise l'opérateur at, je me mets au dernier élément, donc data.size. Donc, data.size, c'est quoi? C'est 6, puisqu'il y a 5, c'est 5, pardon, puisqu'il y a 5 éléments, ok, qui vont de 0 à 4. On est d'accord que l'élément dans lequel j'ai 1, c'est la case 0, l'élément dans lequel j'ai 9, c'est la case 4. Donc, ma data size, c'est forcément 5, ok. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais ma boucle while et je dis tant que i est supérieur à 0, ok, donc ça fonctionne même si jamais mon vecteur il est nul, parce que i ne sera pas supérieur à 0, il sera égal à 0, donc je ne rentre pas dans la boucle. Et qu'est-ce que je fais? Je décrémente d'abord i, et puis après j'affiche le contenu de la case avec l'opérateur at. Pourquoi je décrémente d'abord? Parce que comme i est égal ici à 5, la première chose que j'ai à faire, c'est à passer à 4 pour accéder à la quatrième case, enfin la case d'index 4, qui correspond à la 5e case. J'aurais pu très bien ne pas faire comme ça et faire un data.at i-1 et faire le i-, après, mais c'est quand même plus simple et plus cohérent de faire la décrémentation d'abord. Donc ça, c'est la première façon de faire. Maintenant, en utilisant les itérateurs, je vais utiliser les itérateurs et donc je vais faire exactement la même chose. Hein. Je vais créer un itérateur que j'ai appelé it2 ici. Je le positionne à la fin, donc data.end. Et data.end, c'est comme le data.size, c'est la case qui suit la dernière case de mon vecteur. Et ce que je fais, c'est tant que it2 est différent de data.begin, donc de la première case, qu'est-ce que je fais? Je décrémente mon itérateur, d'abord, en faisant une décrémentation préfixée, ce qui me permet d'éviter la copie, comme je disais tout à l'heure, et puis j'affiche le contenu de mon itérateur. Donc, mon premier itérateur, il est à data.end, donc au-delà de la case 9. Je décrémente cet itérateur, je tombe sur 9. Je fais un cout, j'affiche 9. Mon itérateur, à ce moment-là, il n'est pas encore égal à begin. Et puis, je continue, effectivement, de décrémenter et ainsi d'afficher tous mes éléments. Et puis, pour faciliter la vie, est fourni d'autres opérateurs, d'autres fonctions pour les itérateurs qui s'appellent R_begin et R_end pour reverse begin et reverse end. Okay. Le R_begin, c'est quoi? Le reverse begin, c'est je me positionne à la fin, mais je considère que c'est le début, hein, par opposition au R_end qui va être lui le début de mon vecteur. Et donc en commençant à R_begin, après je vais incrémenter mon itérateur pour aller vers R_end et donc utiliser une incrémentation plutôt qu'une décrémentation. Donc, bien évidemment, utiliser la troisième boucle while ou la deuxième boucle while, c'est exactement la même chose. Ça va donner ici le même principe, à la différence que le R_begin se positionne sur la dernière case, le R_end se positionne sur la première case, et on fait une incrémentation de la fin vers le début, puisque on a inversé le sens de propagation, enfin le sens de parcours de mon vecteur. Donc on a tendance à plutôt utiliser R_begin et R_end avec une incrémentation plutôt que d'utiliser end et begin avec une décrémentation. Et là aussi, on fait une incrémentation préfixée plutôt qu'une incrémentation postfixée pour toujours le même principe
d'éviter une recopie mémoire inutile ici. Donc voilà, rien de bien compliqué là-dessus. Vous vous posez sûrement la question de l'intérêt des itérateurs, juste parce que, bien évidemment, dans le cas de l'utilisation dans des boucles, on ne voit pas vraiment la plus-value du design itérateur. Et effectivement, la plus-value des itérateurs, elle n'est pas du tout sur l'utilisation des boucles, mais elle va être dans plein d'algorithmes qui sont fournis en plus de membres liés aux différents containers. Donc effectivement, avec la STL, la STL, elle comprend plusieurs choses, hein, et parmi celles-ci, il y avait tous les containers, hein, tableau, enfin ouais, vecteur, liste, queue, stack, j'en passe et des meilleurs. Hein. Donc tous ces containers avec chacune leur fonction membre, leurs variables membres, etc. etc. Donc ça, on vient de voir les tableaux array et tableaux dynamiques vecteurs. Mais surtout, la STL va fournir en plus un certain nombre d'algorithmes. Hein. Ces algorithmes vont vous permettre de ne pas avoir à réécrire et à réinventer la roue en évitant d'avoir à écrire des opérations très basiques, enfin très basiques, des opérations très utilisées, comme la somme, compter le nombre d'éléments, trouver un élément, trier les éléments. Donc toutes ces fonctions de base qu'on utilise toujours dans beaucoup de programmes vont vous être fournis de manière quasiment instantanée et sans avoir à écrire beaucoup de code. Okay. Parce que bien évidemment, c'est toujours compliqué d'écrire un tri, une fonction de tri d'éléments. C'est compliqué d'écrire une fonction qui va permettre de trouver, de faire un find sur un élément dans une collection, etc. etc. Et donc, vous allez retrouver un certain nombre de ces actions sous la forme d'algorithmes génériques et qui vont être customisables, entre guillemets, en fonction de vos données. Donc, globalement, vous allez trouver une fonction de tri, sort, qui va fonctionner sur des arrays, une fonction de tri qui va fonctionner sur une liste, une fonction de tri qui va fonctionner sur un vecteur, etc. etc. Vous allez trouver une fonction find, enfin plusieurs fonctions find, etc. etc. Directement fournies pour faire ces actions de recherche, de comptage ou de manipulation d'intervalles, etc., etc. Et ceci de manière vraiment réussie. Si ce n'est comprendre un peu la syntaxe, et c'est le but qu'on va faire. Donc aujourd'hui, dans C++, je crois, c'est 17, il y a plus de 150 algorithmes qui sont fournis, hein, et je vous incite à aller voir, les liens que je fournis là ici en bas de la slide. Alors le premier c'est sur CPP référence, c'est effectivement le site de référence du C++. Vous allez trouver la liste des algorithmes avec pour chacun des algorithmes une page différente avec son contexte d'utilisation et puis un petit exemple à chaque fois. C'est assez, on va dire, abstrait et théorique, là, souvent les éléments qui sont donnés sur CPP référence. Le deuxième lien, c'est un lien YouTube de presque une heure de quelqu'un qui est le webmaster d'un blog qui s'appelle Fluent CPP et qui va vous présenter en une heure plein d'algos, plein de choses différentes à utiliser sur les éléments. Et puis vous avez un article un peu long sur Medium où vous avez l'intégralité des algorithmes disponibles dans la STL avec pour chacun un exemple.
Okay. Donc, bien évidemment, mon objectif ici n'est pas de présenter l'intégralité de ces algorithmes, mais de vous présenter quelques exemples d'utilisation de ces algorithmes pour vous les faire découvrir et puis pour, bien évidemment, vous inciter à les utiliser et tout du moins à penser, à chercher dans la STL ces algorithmes-là parce que bien souvent, ils sont facilement utilisables, facilement réutilisables et adaptables à vos problématiques. Donc, alors pourquoi les utiliser? Il y a 3 raisons majeures. Hein. 3 raisons majeures, c'est l'expressivité. Hein. Pourquoi ils sont très expressifs? Parce que bien évidemment, vous allez hausser le niveau d'abstraction de votre code, hein, puisque vous n'allez absolument pas voir ce qui se passe derrière. Lorsque vous allez appeler une fonction sort, en lui passant des paramètres, lorsqu'on voit ce code-là, on sait effectivement que c'est tri. Hein. Donc, votre code est très concis, très expressif. J'appelle une fonction sort ou j'appelle une fonction find ou j'appelle une fonction reverse pour faire un tri à l'envers, etc., etc. Et donc, dans votre code qui va être beaucoup plus concis, on va voir ce que fait votre algorithme plutôt que de voir comment c'est implémenté. Si vous deviez écrire une fonction sort, ben vous auriez à écrire beaucoup de lignes de code, sachant que les tris de données sont des choses relativement complexes avec plein d'algorithmes différents, etc., qui n'ont pas tous la même performance, etc. Bien évidemment, ces algorithmes vont vous éviter de faire plein d'erreurs, puisqu'il y a quelqu'un qui a écrit les algorithmes pour vous, donc ils sont réputés pour être bug-free, donc aucune erreur dedans, et vous n'avez pas à vous soucier de comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent, c'est tout. Alors que si vous travaillez, alors on travaille ici sur des collections d'objets, donc qui dit collection d'objets dit j'utilise des boucles, et donc si j'utilise des boucles et que j'ai donc des indices, hein, ou des itérateurs, mais un itérateur c'est pareil, je veux un itérateur pour qu'il dépasse la fin d'une collection, et donc vous allez éventuellement, si vous ne faites pas attention, vous allez effectivement lire ou écrire en dehors des éléments que vous avez stockés, et donc vous avez des comportements non déterminés dans ces moments-là. Ok. Hein. Et puis bien évidemment, si vous avez une collection qui est vide, par exemple, typiquement j'ai un vecteur qui est vide, et que vous essayez d'accéder au premier élément de ce vecteur qui est vide, vous allez aussi avoir des erreurs. Et donc, tous ces problèmes-là, les algorithmes qui vont vous être fournis vont prendre toutes les précautions nécessaires pour justement ne travailler qu'à l'intérieur du container sur lequel vous allez les appliquer. Donc ça, sans avoir de problème. Et puis, bien évidemment, vous êtes peut-être des experts en développement en C++ ou dans plein de langages, j'en doute pas un seul instant, mais les algorithmes de la STL vont vous fournir une qualité élevée, avec une complexité qui va être la meilleure par rapport à ce que vous voulez faire. D'accord ? Et puis, bien évidemment, si la complexité, c'est la meilleure que vous pouvez obtenir, vous allez avoir en lien le niveau de performance qui va avec. Je prends l'exemple du tri, du tri de données dans un tableau, même un tri de données entier dans un tableau d'entier. Il y a des différentes méthodes pour faire du tri, et ces tris n'ont pas la même complexité en termes calculatoires. Et selon les algos, vous avez un temps qui va être bien plus important pour faire le tri lorsque vous avez beaucoup de données par rapport à d'autres algos. Donc ici, lorsque vous appelez un tri, la fonction sort, l'algorithme sort de la STL, vous êtes sûr que l'algo utilisé pour trier vos données, c'est celui qui a la complexité la plus adéquate.
et qui va vous donner le meilleur niveau de performance. Je vous conseille de lire l'article justement de Fluent CPP, qui est repris aussi dans la vidéo YouTube dont je parlais juste avant, et qui vous explique ce genre d'éléments, et qui vous explique pourquoi il faut utiliser, pourquoi il faut connaître la STL et pourquoi essayer de l'utiliser au maximum. Okay. Donc maintenant, essayons de prendre quelques exemples d'algo classiques qu'on peut trouver dans la STL, et surtout pas seulement de tri ou de recherche d'éléments, mais des choses des fois plus basiques, mais qui sont largement utilisées. Je vois qu'il est midi moins 5. Je pense qu'on va arrêter là et on reprendra la prochaine fois. En espérant que vous ayez pu bien suivre. Et j'essaierai de répondre aux questions. Vous auriez dû m'interrompre, je vois qu'il y avait des commentaires sur le chat. Vous auriez dû m'interrompre. Vous auriez dû m'interrompre et me poser les questions en direct, j'aurais répondu. Alors, si j'essaie de répondre, pas de petit if and def, si, j'ai pas la place sur la slide, mais dans tous mes points H, j'ai un if and def, bien évidemment, que j'ai rajouté pour être sûr. Le begin pointe sur quoi si on fait un vecteur vide? Bonne question. Je ne sais pas. Il pointe sur la fin. Si, je sais. Le begin, il pointe sur la fin. Sur and, ils doivent pointer sur la même case, et ce qui montre que le vecteur il est vide. Et donc, parce que lorsque j'utilise begin et que je l'incrémente pour aller jusqu'à and, si mon vecteur il est vide, le begin il doit pointer également sur and. Ça, j'en suis quasiment sûr. Pour les opérateurs plus et moins, techniquement, il vaut mieux les préfixer pour tout. Non. Non. On n'est pas obligé. Il y a des cas où c'est intéressant de postfixer. Dans une boucle for i égale 0, i inférieur à n, qu'on fasse i plus ou plus i, c'est pareil. Parce que l'incrémentation, l'instruction de droite, là, qui est le i plus ou le plus i, elle se fait à la fin de la boucle for, avant de passer à l'itération suivante. Donc c'est exactement la même chose. Donc il y a des cas où l'opération post-fixée peut être intéressante, en particulier à partir du moment où on veut faire j égale i++. Donc, ce qui permet de stocker la valeur i précédente dans j avant de faire l'incrémentation. Dans tous les algos, vous avez besoin de stocker la valeur précédente. Ça peut être intéressant de faire une opération post-fixée plutôt qu'une opération préfixée. Mais globalement, dans tous les autres cas, vous pouvez faire une opération préfixée, ça évite une copie. Voilà. C'est surtout l'opération post-fixée, préfixée, on les fait surtout en C++, alors qu'en C, on fait souvent des opérations post-fixées. Moi, j'ai principalement toujours travaillé en C en opération post-fixée, sauf cas particulier, et alors qu'en C++, on a tendance plutôt à utiliser du préfixé. Voilà. Donc, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement maintenant et voir ce qui se passe, parce que j'en ai aucune idée pour la suite. Donc, je vous rappelle, pour tous ceux qui sont encore là, que demain, j'ai TD avec un groupe. On verra, je vais réfléchir à comment on s'organise pour demain, et je vous tiendrai au courant dès demain matin. Vous enverrez éventuellement un mail avec quelques informations avant, bien évidemment. Si vous avez des soucis quelconques de machine, de connexion, d'absence de possibilité de pouvoir coder, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je comprends que ce n'est pas forcément simple de prendre la parole devant tout le monde ici par visio, mais vous pouvez m'envoyer un mail, ou on peut faire une visio aussi en direct, en tête à tête, entre guillemets, pour résoudre des problèmes s'il y a besoin. Donc n'hésitez pas.
Je suis aussi à votre disposition pour essayer de résoudre tous les problèmes et de faire en sorte que ça se passe le mieux pour tout le monde. Ok ? Je vous souhaite une bonne continuation de journée et puis je vous dis à très très vite.